Bonjour. On pourrait croire que puisque les podcasts sont incessamment accessibles, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas. L'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus, ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc le premier des entretiens que nous avons eus avec David Elkaïm et Vincent Poimiro, principaux scénaristes de la série d'Arte En thérapie. Dimanche prochain, remise en ligne de la thématique sur le général de Gaulle avec son biographe britannique Julian Jackson. Mercredi prochain, second entretien avec les scénaristes de la première saison de En thérapie. Souvenez-vous que les jours qui viennent sont les derniers pour nous soutenir et bénéficier de la déduction fiscale de 66%. Et sachez que notre prochaine émission publique aura lieu le dimanche 8 janvier et que vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau BADA consacré au monde de la culture, à ses acteurs et à ses artisans. Et ce supplément nous conduit à rencontrer aujourd'hui Vincent Poimiro et David Elkaïm, qui sont les deux principaux scénaristes de la série d'Arte En thérapie, série qui, comme je crois tout le monde le sait, a battu des records d'audience dans une période où on peut être peut-être un peu étonné qu'une activité aussi peu active, si je puis dire, que d'être assis l'un en face de l'autre dans une pièce, alors que nous sommes tous dans une situation également moins active que d'habitude, ait pu avoir autant de succès. Mais je crois qu'au-delà du nombre, ce qui me paraît important dans les échos que nous en avons les uns et les autres, c'est l'attachement de ceux qui ont vu cette série à cette série. Vincent Poimiro, bonjour. Bonjour. David Elkaïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes de vieux complices. À quand remonte votre complicité ? On s'est rencontrés au lycée, en fait, très exactement. Donc oui, ça remonte, ça fait un certain temps. Moi, j'arrivais plus ou moins, enfin, je débarquais avec mes valises du Maroc et j'ai débarqué à Bordeaux, en fait, en terminale. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Alors, on était toute une bande d'amis et on s'est rencontrés via le club théâtre, en fait, du lycée, mais aussi le ciné-club, mais je ne sais pas s'il y avait autre chose. Oui, ici, le journal du lycée aussi. Oui, voilà, oui. on partageait toutes ces… Donc, il y a un moment où on s'est dit, bon, peut-être qu'on a des choses à faire ensemble, quoi, je ne sais pas. C'était un hasard. On s'est retrouvés à se croiser, effectivement, voilà. alors qu'on n'était pas dans la même section. Absolument. Dans des activités périscolaires communes, effectivement, le journal, le ciné-club et le théâtre. Il faut dire que c'est vrai que le conseiller d'éducation, enfin le CPE du lycée, qui était une CPE, ISD2, étaient des gens assez formidables qui laissaient un petit peu les lycéens finalement aller à leurs désirs, à leurs envies, voire qu'ils les poussaient même, peut-être réalisant leurs propres désirs à eux. Peut-être qu'ils n'avaient pas réalisé plus jeune, mais vraiment, il y avait ce truc de on vous confie les clés d'eux, on vous confie les clés du club théâtre, on vous confie les clés du ciné-club, on vous confie les clés. Bon, bah, finalement, voilà. On a même tourné des courts-métrages en 16 mm dans les caves du lycée Montaigne. Oui, en fait, c'est vrai qu'on était, nous, très actifs, on voulait faire des choses, mais que le lycée lui-même était assez voilà, nous proposait, nous donnait beaucoup de choses à faire. Enfin, on était assez libre. On comprend bien que votre intérêt pour le cinéma est ancien et qu'il est grand. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet intérêt pour le cinéma, dans les films que vous avez vus ou peut-être dans d'autres choses de vidéos que vous avez pu voir, qui vous a qui a plutôt mis l'accent pour vous sur le métier de scénariste ?
C'est vrai que moi, ça fait très très longtemps, enfin, mon désir de faire quelque chose dans le cinéma remonte à bien plus longtemps que le lycée. C'est-à-dire que déjà au Maroc, peut-être qu'il y avait comme ça un désir oui, de liberté, d'échapper à. Le cinéma était une sorte de lucarne vraiment de rêverie pour moi. Donc, je crois que vraiment ce désir remonte à mes 12 ans, voilà, par là. Donc, j'étais au collège. Et puis, je m'y suis intéressé de plus en plus sans savoir exactement quoi y faire. Parce que dans le cinéma, bon, ben, on peut être comédien. Puis, on s'aperçoit que, tiens, c'est marrant, celui qui fait vraiment le film à l'époque, ce qu'on me disait, c'était le réalisateur. Et puis, en fait, le désir d'écriture est venu petit à petit, en fait. Donc, grâce, à partir du moment où j'ai notamment fait du théâtre, c'est-à-dire que c'est le théâtre qui m'a, moi, mené à l'écriture. Quand j'ai commencé à écrire des petits spectacles de théâtre, des sketchs, des choses comme ça. Et c'est l'écriture de théâtre qui m'a amené à finalement comprendre que ce que je voulais faire au-delà du cinéma, c'était écrire. Et pas du roman, mais écrire des choses qui allaient forcément être transformées, qui allaient soit pour la scène, soit pour le cinéma. Donc, c'est vraiment, mais c'est par le biais du théâtre. Quand j'ai fait mes premières années de fac, donc à Paris 3, donc Paris 3 Sancier, qui avait un UFR cinéma, c'est vrai que j'avais pris en option une option théâtre où l'enseignant nous demandait d'écrire. Et vraiment, c'était pour moi un espace de liberté extraordinaire. C'est vraiment là que je me suis dit, je ne veux pas réaliser vraiment des films, je veux les écrire. Vincent Pomiron. Alors, c'est à la fois proche et différent, parce que justement, notre collaboration tient aussi au fait qu'on vient d'endroits très différents et où on se rencontre à un endroit, voilà, sur le chemin. Moi, j'avoue que ma mère faisait du théâtre en amateur, mais de manière très, très passionnée quand j'étais jeune. Et donc, j'ai pas mal fait aussi de figuration, des petits rôles comme ça dans les spectacles. Et j'étais assez fasciné, voilà, par ce truc-là. Par ailleurs, moi, j'ai réellement plongé dans la littérature et j'étais un amateur de récits et un lecteur vorace et voilà, l'imagination tout le temps réveillée par la. Donc, il y avait un côté comme ça du côté du récit. Et donc, je voulais, moi, écrire des histoires, y compris littéraires au départ. Et puis, c'est vrai que j'ai eu une expérience dans le théâtre aussi, tout du long, hein, pas mal. Mais à un moment donné, j'ai travaillé comme administrateur et producteur dans un théâtre. Voilà, donc ça a été mon premier métier, on va dire, voilà, à 25 ans, comme ça. Et j'ai commencé à bosser avec l'envers, c'est-à-dire des comédiens gestuels, des comédiens burlesques, des clowns, des danseurs contemporains, bref, que des gens qui travaillaient au plateau et qui ne parlaient pas, ou n'avaient pas comme outil pour raconter l'histoire, principalement le verbe. Et là, j'ai eu une révélation, parce que j'ai compris aussi ce que c'était qu'une histoire en action, qu'une écriture en action, et que ce récit qu'on inventait ensemble, sur le plateau par ailleurs, en action et pas en blabla, me parlait énormément aussi. Voilà. Donc j'ai fait cette synthèse entre mon goût du récit qui venait du roman et mon goût du plateau, voilà, qui remonte peut-être plus loin, si on se psychanalyse, n'est-ce pas et ça a donné ça. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, David et moi, on était amis et on avait beaucoup travaillé sur des choses comme ça, un peu de cinéma. Et quand David est rentré à la Fémis, a fait scénario là-bas, et on est sorti, a commencé à travailler lui pour le cinéma, c'est vrai qu'on naturellement, on va dire, enfin en tout cas, il m'a dit un jour, vas-y, on va écrire des scénarios ensemble. Et voilà, ça a commencé là notre collaboration. Alors, quand vous avez découvert que c'était le métier de scénariste qui vous attirait le plus dans ces métiers du cinéma, est-ce que vous aviez, et est-ce que vous avez maintenant des scénaristes, je pense scénaristes français, mais pas seulement, qui vous inspiraient, que vous considériez comme des modèles ou en tout cas comme des gens qui pouvaient être pour vous comme sorte
de compagnons. Bon. Alors, c'est vrai que moi, j'ai croisé à la FEMIS pendant ma première année en scénario. À l'époque, il était donc le président de la FEMIS, c'était Jean-Claude Carrière. Et c'est vrai que alors, c'était pas vraiment un enseignement, c'était plutôt comme ça, un peu. Il y avait, il nous recevait dans une grande salle. Il y avait des coussins qui étaient installés par terre. On s'asseyait sur les coussins. Et c'est vrai que Jean-Claude Carrière est enfin, moi je pense un des très très grands scénaristes français, qui a par ailleurs énormément collaboré avec Peter Brook. Donc je le connaissais aussi par là, c'est-à-dire dans les traductions qu'il faisait, notamment de Shakespeare, de La Tempête, et donc à travers les traductions, et ça donnait les mises en scène chez Brooke au théâtre des Bouts du Nord. Et puis voilà, il y avait son enseignement, et c'est vrai que ça a été quelque chose. Enfin, moi j'ai retenu plusieurs choses. C'est vrai que depuis la mort de Jean-Claude Carrière, énormément de gens citent une de ces maximes que moi j'aime pas du tout, en fait, ou alors je trouve très mal employée. C'est celle où il dit que le scénario finit à la fin des tournages dans les poubelles, dans les corbeilles du plateau. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que ce n'est pas une de ses meilleures maximes, ou alors elle est mal réemployée ou réutilisée. C'est-à-dire que j'ai y compris des collègues scénaristes qui adorent citer cette maxime, que moi je ne trouve pas bonne en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sacraliser à tout prix le scénario, mais si on le jette dans la poubelle à la fin des tournages, sur quelle base s'appuie le monteur pour faire son montage. Voilà, moi je garde ça et je dis ça ne me va pas. Il y a une autre de ces maximes que je trouve passionnante, c'est quand il nous racontait comment il travaillait avec Buñuel notamment, et qui sont d'ailleurs les scénarios français, enfin les scénarios des films de Buñuel sont assez extraordinaires, parce que ce sont en même temps des films comme ça de recherche, et en même temps toujours extrêmement bien construits. Il nous disait une chose que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que le travail avec Buñuel commençait toujours en face à face, c'est-à-dire avec le scénario donc au milieu, c'est-à-dire qu'on discutait en face à face, et qu'au bout d'un moment, il s'agissait de regarder le film de la même direction, du même côté. Et donc, le travail commençait en face à face et il finissait côte à côte. Et je trouve que cette maxime était plus intéressante, parce que ça dit bien que dans le cinéma ou dans la série, il y a une collaboration et qu'il faut collaborer. Voilà, donc, oui, Jean-Claude Carrière a été pour moi comme ça une espèce de première rencontre extrêmement importante. Et il y en a une deuxième scénariste, c'est Gérard Brache, chez qui on a eu la chance, c'est-à-dire qu'en deuxième année, on nous avait demandé un exercice qui était un exercice de production, plus exactement, où on nous associait avec un élève producteur, 2 étudiants scénaristes associés, pour écrire un petit scénario avec un parrain. Et j'avais demandé, j'avais dit, moi, mon parrain, je veux que ce soit Gérard Brache. Donc, on était allé chez lui. Il nous recevait en pyjama Hermès, parce que Gérard Brache ne sortait pas de chez lui. Il avait une sorte d'agoraphobie un peu complexe, mais c'était extraordinaire parce qu'il arrivait et évidemment, il nous posait des tas de questions qui allaient servir. Il nous disait, mais quand on met un casque de moto sur la tête, est-ce qu'on entend ce qui se passe à l'extérieur, en dehors Et là, il fallait qu'on lui réponde, parce qu'on savait que ça allait lui servir pour un scénario. Donc, c'était des rencontres à chaque fois passionnantes. Il avait un esprit extrêmement drôle, l'air de rien, c'est-à-dire qu'il nous racontait notre scénario qu'on lui apportait, et puis on était pliés de rire à chaque fois. C'était vraiment, en même temps, c'était très angoissant ce qu'il nous racontait. C'est-à-dire que vraiment, la fin de carrière de Gérard Brache, ça raconte un peu toujours la même chose dans ses films. C'est des gens perdus dans leur tête. Et donc, très souvent, voilà, ce qu'il nous racontait de notre scénario, c'était un homme perdu dans sa tête. Et ce qui était drôle, c'est qu'on revenait de séance en séance et il redéfaisait ce qu'il avait fait la séance précédente, en reprenant toujours tout à zéro. C'est-à-dire, il recommençait la première minute, il disait non, ça ne se passe pas comme ça. Et il recommençait tout. Mais voilà,
la rencontre était passionnante parce il nous a appris, enfin moi, il m'a appris une chose, c'est que rien n'est jamais gravé dans le marbre quand on écrit. Vraiment qu'on est capable, qu'on doit être capable, avant le tournage, de tout redéfaire en fait, à chaque fois, que tant qu'on n'est pas satisfait, on doit tout redéfaire. Vincent Pomiro. Alors, c'est vrai que culturellement, moi qui n'ai pas étudié le cinéma dans une école, ou l'écriture dramaturgique, l'écriture en action dans une école, mais je me suis un peu auto-éduqué, comme je dis souvent, en regardant des films ou des programmes télé avec un stylo à la main pendant 10 ans. C'est vrai que j'avais pas de culture. En gros, j'ai jamais douté pourtant que ce que je voyais à l'écran et qui m'émeuvait tant, ça ne s'écrive. Parce que par ailleurs, évidemment, j'étais aussi emporté par des narrations romanesques. Et donc pour moi, ça s'écrivait aussi. Et d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en écrivant des dialogues de théâtre que je mettais en scène gamin devant les parents à la fin du repas, dans ces réunions de famille où les parents s'endorment un peu en regardant les gamins qu'ils ont mis dans un coin à répéter quelque chose, enfin à s'amuser pour avoir la paix. Bon, bref. Et du coup, j'ai découvert tard qu'il y avait une sorte d'histoire parallèle du cinéma quand même, et que parmi les films qui m'avaient le plus bouleversé, il y avait d'autres noms, que derrière le nom de De Sica se cachait celui de Cesare Zavattini, que derrière le nom d'Ozu, qui pour moi, alors qu'il est pour beaucoup un cinéaste, on va dire, de la modernité, etc., pour moi a toujours été un maître narrateur, c'est-à-dire que j'ai toujours été bluffé par le sens de la dramatisation avec 3 fois rien qu'il y a chez Ozu. Donc, ce sont des films extrêmement bien racontés. Je découvrais tardivement qu'il y avait un nom derrière tous les grands films de Ozu, qui est celui de Kogo Noda, qui a écrit tous les scénarios d'Ozu, enfin avec lui évidemment, mais donc il y a comme ça peut-être une histoire parallèle, et d'ailleurs il y a des noms aussi derrière tous les films de Clint Eastwood, derrière Bridges of Madison County notamment, celui de Richard Lagravenese, bref, toute une histoire du cinéma qu'on ne fait pas en France, et dans lequel il y a aussi des noms d'auteurs, de scénaristes, comme ça. Et par contre aussi, je me souviens que le jour où j'ai vu pour la première fois une vraie série au sens moderne, c'est-à-dire une série semi-feuilletonnante, c'était NYPD Blue, quand je me suis rendu compte que dans ce polar-là, d'épisode en épisode, les héros, au début de l'épisode, n'avaient pas oublié l'épisode précédent, et que donc ils continuaient à vivre, je me suis dit, oh, mais en fait, du coup, on peut faire Tolstoï à la télé. Et du coup, j'ai retrouvé aussi, à ce moment-là, un des plaisirs de la grande narration, ce que je veux dire, de la narration extrêmement ambitieuse dans le temps, qui venait pour moi d'une émotion de lecteur de littérature. Voilà, dans le feuilleton, enfin, dans la série semi-feuilletonnante américaine des années 90. La longue liste des scénaristes du cinéma d'avant-guerre, de pendant la guerre et d'après-guerre, les Orange et Bost, les Spaak, les Janson, est-ce qu'il y a des gens qui, vous parliez des Italiens aussi, Susi Cecchi d'Amico, qui a été méconnu, mais une scénariste d'une importance considérable, est-ce que ces gens-là font partie de la galaxie à laquelle vous vous référez, ou est-ce que... Il y a Prévert aussi. Pardon ? Il y a Prévert aussi. Oui, mais en général, je n'ai encore rencontré personne qui me dise bah, Prévert comme scénariste, vraiment. Il n'y a pas eu de querelle à propos de Prévert, tandis qu'à propos d'Orange et Bost, à propos de Janson, à propos de Charles Spaak, il y a eu des querelles, et même il y en a encore. D'ailleurs, elles sont encore allumées. Quand Bertrand Tavernier a fait son voyage à travers le cinéma français, les reproches ont refleurit sur ces scénaristes-là. Non, mais disons que non, en fait, nous c'est pas, c'est ni un. Disons que c'est la trace aussi qu'il y a eu à un moment dans le cinéma français ce lien entre l'écriture et la réalisation, et donc des collaborations vraiment fortes. Alors que certes, à certains endroits, mais comme dans tout récit, tout mouvement artistique, surtout quand il est collaboratif comme ça, peut virer à certains endroits à des formes d'académisme, etc. Mais c'est étonnant qu'on n'en ait retenu que ça. Et je pense que c'est aussi
le cynique a eu, à un moment historiquement en France, une rupture dans la transmission de ce que c'était que l'idée d'écrire des récits pour le plateau. Et le fait qu'on ne retienne de Orange et Bost et autres que les films qui sont peut-être les plus académiques, ils sont peut-être pas forcément académiques à cause d'eux, en fait, ou que à cause du fait qu'ils étaient écrits. Voilà, donc je pense que c'est plus une question d'un point de vue polémique, idéologique à un moment donné, qui peut se défendre d'ailleurs. Il n'y a pas de, mais il ne faut pas oublier que le cinéma qui se défendait de manière polémique en rejetant l'idée du scénariste avait peut-être un crédit esthétique, mais il n'était pas tout le cinéma. Et c'est juste ça, c'est cette question qu'en France, on a oublié que le cinéma d'auteur, avec le réalisateur démiurgique signant seul l'œuvre dans une espèce d'autonomie artistique absolue, n'est pas le seul modèle. Il est un des modèles de créative, mais il n'y a pas de raison qu'il soit le seul modèle, alors que, surtout aujourd'hui, on découvre que la question de la collaboration et de l'œuvre collective a un sens en dehors d'une esthétique, on va dire, issue aussi largement de la figure du poète romantique du 19e siècle, c'est-à-dire qui est peut-être un tout petit peu, pas si adapté que ça en vérité, à la réalité de l'art collectif qui est le cinéma et l'art audiovisuel en général, ce que d'autres que nous, culturellement, ont mieux compris peut-être. Voilà. David Elkaïm. Non, mais je vais pas dire beaucoup plus que Vincent. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une rupture dans le cinéma français. Et il se trouve que pour des raisons variées, c'est-à-dire effectivement, quand on s'est aperçu qu'on pouvait, grâce à la technique du son, qui pouvait grâce au Nagra plus exactement, donc à cette pratique, enfin cette technique pour enregistrer le son, qu'on pouvait aller dans la rue. Bon, bah finalement, on s'est mis à tourner beaucoup plus vite, donc à écrire moins. Et c'est pas que ça a aussi donné une forme d'académisme. Voilà, je pense que aujourd'hui on s'en aperçoit, on sent bien, et d'ailleurs que la place du scénariste et les cinéastes de cette époque, comme Truffaut par exemple, se sont aussi aperçus en travaillant avec des scénaristes comme Jean Gruau, Suzanne Schiffman, voire Jean-Claude Grimbert pour le dernier Métro. Bon, ils se sont bien aperçus que oui, la question du scénariste était quand même, et du scénario était importante. Donc, moi, je ne dirais pas plus. C'est vrai qu'en France, on a peut-être encore une difficulté à comprendre que il ne s'agit pas que l'écriture ne fait pas l'académisme, en fait. Voilà, c'est pas bon. Est-ce que vous enseignez l'un et l'autre? Oui, oui. on a toujours alors peut-être pour des raisons familiales aussi, parce qu'on est tous les deux issus de familles où il y a des enseignants, on va dire. On a un goût pour la pédagogie. On a pas mal fait d'actions pédagogiques dans les écoles, les lycées. Voilà, notamment David beaucoup pour lycéens au cinéma, collégiens au cinéma, etc. Mais moi aussi. Pas mal animé d'ateliers aussi d'écriture et il se trouve qu'aujourd'hui et plus tard, on s'est posé la question de faire passer une pratique, on va dire plutôt. Et donc aujourd'hui, on a tutoré beaucoup d'étudiants, notamment au CEA et à la FEMIS. Et aujourd'hui, on co-dirige, David et moi, avec Xavier Mathieu qui est producteur, le département écriture et création de séries à la FEMIS. Donc on enseigne et on organise pédagogiquement des études. Voilà. David Elkaïm, Vincent Poimilot, merci. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et là, nous nous plongerons dans la fabrication de cette série En thérapie. À la semaine prochaine. Merci.